Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la technique. C'est un sujet qui me tenait un peu à cœur parce que je vois qu'il y a beaucoup d'athlètes qui voient ça comme quelque chose d'un petit peu ténébreux. Il faudrait tester, aller un petit peu dans tous les sens pour découvrir un jour, enfin par miracle, la technique magique, la technique qui permet de faire des records à chaque séance. On va voir qu'en pratique, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a vraiment une méthode que tu peux mettre en place pour justement réussir à trouver une technique adaptée à toi. Tu n'es pas obligé de chercher nuit et jour en changeant quelque chose à chaque séance pour trouver quelque chose qui fonctionne. Évidemment, il y a une part de personnalisation, mais on va voir qu'il y a un gros socle qui est quand même commun. Et il y a un autre aspect aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont persuadés que leur technique est très bonne. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les suivis. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé à ce qu'on t'aide, on propose des appels de diagnostic offerts. Il suffit que tu réserves, tu as la possibilité de le faire en cliquant dans le premier lien dans la bio. Donc vas-y, profites-en. On va pas te manger et ça va sûrement te permettre d'économiser des mois, voire des années de progression. Donc c'est quelque chose qu'on change assez régulièrement dans nos suivis. Il y a plein d'athlètes qui sont persuadés d'avoir une technique qui est déjà très bonne parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent de cette manière et en fait on se rend compte assez rapidement qu'il y a pas mal de choses à changer. Et une technique, c'est extrêmement important de l'optimiser rapidement, enfin de l'optimiser, de faire en sorte qu'elle soit répétable rapidement parce que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur tout le reste. C'est-à-dire que si quand on fait un squat, on fait jamais deux fois le même squat, on a quelque chose qui n'est pas du tout possible à analyser parce qu'en fait pour un même exercice dans la programmation il y a deux stress différents, donc c'est pas du tout la même chose, on ne sait pas à quoi s'attendre et donc c'est très difficile d'analyser ce qu'on fait et ce qui est difficile à analyser est très difficile à améliorer. C'est pour ça que on met autant d'importance sur sur ce point-là. Alors, je vais découper ça en quatre parties. D'abord, on va commencer par un rappel des bases. Alors, la règle d'or, avant de commencer à chercher à faire toutes sortes d'optimisations sur son mouvement, c'est de chercher à être conforme au règlement. Si tu es compétiteur, tu regardes le règlement de ta fédération, que ce soit la FF Force, la WPC. Il y en a d'autres, je ne les connais pas toutes, mais à chaque fois, tu as un règlement. Tu regardes, il y a une liste de règles qu'il faut que tu respectes. Et donc, avant de chercher à mettre quoi que ce soit en place, regarde d'abord ce règlement et demande-toi si c'est conforme aux règles ou non. Ce serait bête de passer des mois sur une technique pour au final ne pas être en capacité de la reproduire en compétition si jamais ton objectif c'est la compétition. Ensuite, l'objectif c'est de ne pas avoir de douleur. Si quelle que soit la charge, quel que soit le nombre de séries, à chaque fois que tu te mets sous la barre, tu as des douleurs, c'est quelque chose qui ne va pas dans ton mouvement. Ton mouvement il doit être sécuritaire, il doit t'éviter de te faire mal à chaque fois. Et si tu continues de t'entraîner à chaque fois en ayant des douleurs comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas, soit dans ton programme, soit dans ta technique. Mais aujourd'hui, le sujet c'est plutôt la technique. Et du coup, le troisième point, c'est qu'il faut que ton mouvement il soit répétable facilement. On en a parlé au début. Si quand tu fais deux squats, tu fais pas le même mouvement, dans ta programmation, il y a marqué squat et squat, mais c'est pas le même stress. Donc le volume n'est pas comparable, donc l'amplitude n'est pas comparable, donc le stress n'est pas comparable. Donc tu sais pas vraiment sur quel levier tu peux jouer. Donc d'abord, fais en sorte de faire, que tous tes squats soient faits de la même manière. Ensuite, on pourra commencer à parler du reste. Donc ça, voilà, c'est les trois premières choses, c'est les trois prérequis à chercher à mettre en place avant d'aller vers la suite. Ensuite, on va parler du côté mindset. Bon, à chaque fois que je parle du mindset, je suis un peu, je sais que je risque de me prendre des tomates pourries dans la gueule. En fait, le truc avec le mindset, c'est que c'est un peu ce qui permet de faire tourner la machine. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'aspects qui sont importants en force athlétique. Et en fait, pour moi, un bon mindset, c'est quelque chose qui te permet de rester stoïque et de rester le plus proche possible en fait de certains comportements un peu robotiques. Il faut chercher à créer des routines, il faut chercher à avoir quelque chose qui se répète encore et encore pour pouvoir l'améliorer. Et en fait, si tu n'as pas un bon mental qui ne te permet pas d'aller dans la bonne direction, bah, je sais pas, un jour tu vas voir un papillon, tu vas te dire ok, bah, aujourd'hui j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Le lendemain, ton programme ne te convient pas, donc tu as envie de rajouter un exercice, etc. Et tout ça, c'est des choses qui viennent du mindset et qui vont te faire dévier de ton objectif, qui vont te faire prendre le chemin long, alors qu'en fait, bah, tu as déjà un truc tout tracé qui te permettra d'aller plus vite. Donc voilà, la première étape, du coup, c'est de traiter la technique comme une data. Il faut que tu te dises, globalement, que ta technique, c'est un chiffre. C'est pas compliqué. Ton seul but, c'est de te rapprocher de 10 sur 10 à long terme et de gagner des points sur 10 par rapport à la séance d'avant. Par exemple, tu fais un squat aujourd'hui, il est 3 sur 10. Si tu n'arrives pas à faire un squat 10 sur 10 aujourd'hui, c'est pas grave, on n'en a rien à foutre. L'objectif, c'est juste que tu arrives à faire mieux que 3 sur 10 à la séance d'après. Et en fait, tu fais ça de manière continue.
C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que quand on a commencé déjà à s'entraîner pendant des années, etc., on a créé des habitudes. Ça peut être difficile de désinstaller certaines habitudes. Il faut créer de nouveaux automatismes et c'est pour ça que c'est parfois plus facile pour un débutant de créer de bonnes habitudes plutôt que pour un pratiquant expérimenté qui s'est entraîné entre guillemets de la mauvaise manière pendant 3 ans. Il faut désinstaller certaines habitudes pour en reconstruire de nouvelles qui seront plus saines et beaucoup plus propices à la progression. Voilà, petit premier point. Ensuite, considérer que la technique n'est jamais acquise. C'est pas quelque chose où, par exemple, c'est pas parce qu'à un moment tu es arrivé à 10 sur 10 qu'à chaque séance tu vas être 10 sur 10. Il va falloir que tu maintiennes ce niveau d'effort, ce niveau de concentration pour réussir à faire en sorte que ta technique soit bien tout le temps. Ça sera pas le cas parce qu'encore une fois, on n'est pas un robot, même si on aimerait que ça le soit. La plupart du temps, tu vas avoir des petites variations. Ton objectif, c'est de faire en sorte à chaque fois, surtout quand tu commences à maîtriser ta technique, ton objectif, c'est de faire en sorte que à chaque fois, ta technique soit la meilleure possible. Alors, ça ne sera pas toujours possible, mais tu essayes de rester 8, 9, 10 sur 10 pour faire en sorte que ta technique elle soit la plus comparable possible d'une séance à l'autre. Et il y a aussi un autre truc qu'il faut prendre en compte. Alors là, c'est pareil, c'est pour ça que je fais rentrer ça dans le mindset. C'est que je vois aussi beaucoup d'athlètes qui se disent de manière générale qu'ils ne sont pas bons sur cette séance-là parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont eu une journée crevante au travail, etc. Alors évidemment, ça peut être le cas, mais je pense que ça, c'est des leviers sur lesquels on ne peut pas forcément agir. Il y a un levier par contre sur lequel on peut agir, c'est qu'on peut essayer de mieux se concentrer sur sa technique et je dirais aller 9 fois sur 10 à la louche. Avec les athlètes qu'on a accompagnés, on a remarqué que en fait, le problème bien souvent, c'était pas qu'il y avait une baisse de forme ou quoi, c'est simplement que la technique était bien moins bonne. Et à partir du moment où on arrive à agir un petit peu sur ce levier technique, sachant que c'est possible de le faire en plein milieu de la séance. J'ai vu des athlètes et moi-même ça m'est arrivé de commencer une séance. Il y a 5 séries à faire. La première série elle est RPE 9, la deuxième elle est RPE 10 et à la troisième on arrive à se ressaisir et hop, d'un coup on se reconcentre, on remet plus d'intention et on arrive à un RPE 6 par exemple. Des séries qui sont beaucoup plus faciles, alors que bon, bah, la logique voudrait que les 2 premières séries t'ont beaucoup épuisé, donc c'est beaucoup plus difficile de faire une troisième série où tu es en meilleure forme, mais c'est quelque chose qu'on a observé énormément avec les athlètes qu'on a accompagnés, donc c'est certainement ton cas également. Ensuite, on va parler des contraintes physiques. Alors ça, c'est les leviers sur lesquels tu ne peux pas toujours agir. On va voir qu'il y en a sur lesquels tu peux. Donc il faut se dire que globalement, ta technique, elle est conditionnée par 3 choses. Déjà ton squelette, tes leviers. Bon, malheureusement, c'est un levier sur lequel tu ne peux pas agir. Par contre, la mobilité et l'hypertrophie, donc à savoir ta quantité de masse musculaire et ta capacité à appliquer de la force sur une certaine amplitude, ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux faire levier. Et donc, il faut se dire que ces 2 éléments-là, c'est ceux sur lesquels il faut que tu te concentres. Il y a des athlètes qui ont des squelettes, des longueurs osseuses qui ne sont pas forcément propices à la performance et qui pour autant performent très bien. Il y a des centaines d'exemples. De toute manière, il suffit de regarder à haut niveau. Il y a des tas d'athlètes qui sont très forts. Il n'y en a pas un qui est foutu comme le voisin. Donc il faut se dire que le squelette, c'est loin d'être une fatalité. En revanche, la mobilité et l'hypertrophie, c'est quelque chose qu'on peut travailler. On n'est jamais trop mobile, on n'est jamais trop musclé, surtout en force athlétique. Donc c'est important de mettre ça en place. Voilà, maintenant on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va parler des éléments clés, ce que tu dois absolument faire si tu veux avoir une bonne technique. Je dirais que globalement, il y a 2 clés. Pour avoir une bonne technique, plutôt que de chercher à se concentrer sur 500 trucs, dis-toi qu'il y a 2 éléments qu'il faut que tu mettes en place, la stabilité et la trajectoire. Si tu veux qu'on t'aide à mettre ça en place, tu peux réserver un appel de diagnostic gratuit, c'est le premier lien juste en dessous dans la bio, il suffit de cliquer. Encore une fois, on va pas te faire de mal, on va discuter un petit peu, voir les contraintes et ça se trouve, il y aura des axes d'amélioration à faire au niveau de ta technique, tu pourrais chercher pendant des mois ou le débloquer en 30 minutes avec nous. Donc les 2 éléments clés à voir, ça va être la stabilité et la trajectoire. La stabilité, ça va être assez simple. On va avoir différents points sur lesquels il faut se concentrer. La respiration, déjà. Alors ça peut être de différentes manières. On parle souvent du bracing, notamment le fait de prendre une inspiration, de bloquer, de pousser avec son abdomen contre sa ceinture, donc pour créer un caisson rigide. On reprend souvent l'exemple de la canette, mais globalement c'est ce que quasiment tout le monde fait sur du squat et du soulevé de terre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, notamment sur le bench. En fait, globalement, sur tous les exercices, il faut globalement chercher à se mettre en apnée, à ne pas respirer pendant qu'on fait la rep parce que ça ne permettra pas d'être suffisamment solide. Et en fait, bien souvent, une barre qui est loupée, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment stable. Et la respiration peut être un moyen rapide d'améliorer sa stabilité. Donc, règle de base, on respire entre ses reps pour de la force. Et on essaie de se gainer quand on fait le mouvement le plus possible. Et donc la respiration, c'est du mouvement. Donc on évite de faire des mouvements parasites.
C'est le cas du bracing, c'est également le cas de la sortie de barre, de la sortie de cage pardon, au bench. Notamment prendre une grosse inspiration, ça va te permettre de gonfler un petit peu ta cage, de bien bloquer. Si tu commences à respirer pendant ton mouvement, ça ne va pas le faire. Alors que si tu prends une grosse inspiration, ça peut même te permettre de gagner quelques centimètres et donc de diminuer un petit peu ton amplitude. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux mettre en place dès ta prochaine séance, donc il faut y penser. Ensuite, les points d'appui. Il y a encore une fois, il y a différents points d'appui. Alors majoritairement, le squat et le deadlift, tu vas être debout, donc forcément c'est sur tes pieds. Faut que tu fasses en sorte de t'appliquer sur la répartition de la charge sur ton pied. Alors il y a le talon et puis les deux extrémités. C'est quelque chose qui est pareil, très important à prendre en compte. Avant de parler des trois appuis, je pense que déjà le plus important c'est d'avoir un bon appui, un bon équilibre entre l'avant et l'arrière. C'est enfin, une partie, comment je pourrais dire ça? C'est un élément avec lequel beaucoup d'athlètes ont du mal. Globalement, être trop sur l'arrière ou trop sur l'avant, donc c'est certainement quelque chose que tu peux améliorer. Donc voilà, pensez à ça. La répartition de la charge sur le pied, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mais il y a également tout ce qui est point d'appui, donc évidemment les pieds aussi pour le bench. Mais je pense surtout aux dorsaux qui représentent globalement une surface qui est un peu plus grande. Ou alors si tu as des pieds qui sont plus grands que tes dorsaux, il faut que tu consultes. Et globalement, les dorsaux, c'est ce qui va te permettre de te stabiliser énormément sur le bench. Ça va prendre beaucoup de place sur le banc. Et plus tu vas être musclé, plus tu vas avoir des gros dorsaux, plus ça risque d'être le cas, même si évidemment le banc n'est pas extensible. Donc à partir du moment où tu as rempli un petit peu les côtés, tu ne pourras pas faire beaucoup mieux. Mais c'est pour ça que c'est aussi important. Alors tu vois, là, c'est pas tellement une question de répartition de la charge, parce qu'à part si tu as une épaule ou tes dorsaux qui sont complètement en dehors du banc parce que tu t'es positionné de biais, le truc qu'il va falloir chercher à faire, c'est rester gainé. Et ça va nous amener à mon second point. Donc le gainage, à savoir contracter les bons muscles. On parle souvent, encore une fois, d'un squat qui a été loupé. Un squat qui a été loupé, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une perte de gainage et le problème vient rarement des jambes, il vient surtout du haut du corps, le tronc qui s'affaisse, on n'arrive plus à maintenir la barre sur le dos, le tronc se déforme tout simplement, donc ça peut être un problème de bracing, on peut améliorer son bracing, mais il peut aussi y avoir d'autres choses, la barre qui roule, etc. C'est pour ça que c'est important de mettre le plus de tension qu'on peut sous la barre pour être bien placé tout simplement et pour ne pas se déformer sous la contrainte de la charge. C'est également le cas sur le soulevé de terre. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire un effort conscient pour tout gainer. Alors en tout cas là on va rentrer dans la petite partie qui dépend d'athlète à athlète. Mais par exemple sur du deadlift, pour la grande majorité des athlètes, il n'y a pas forcément besoin de chercher à contracter ses dorsaux. Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à tirer sur la barre, tes dorsaux ils vont se contracter tout seuls. Donc ça te retire un truc à penser, sachant qu'il y a déjà pas mal d'éléments comme tu peux le voir. Donc c'est toujours ça d'espace mental libéré. Ensuite, l'alignement des segments. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, il faut chercher un équilibre entre tes articulations, comment est-ce que tu es aligné au niveau de tes os, etc. Je vais donner un exemple très parlant parce que là, je me rends bien compte que sans image comme ça, c'est un petit peu flou. On parle souvent du bench. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose de bencher les poignets cassés, mais le problème c'est que quand on met la barre ici, il y a cette zone-là qui nous gêne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pousse, il y a de l'instabilité. Et en fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les athlètes qui pratiquent le suicide grip, donc à savoir mettre la barre comme ça et pas mettre le pouce autour de la barre, le mettre vraiment comme ça, ils se sentent beaucoup plus forts sur le bench. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent plus forts? Parce que la barre, elle est directement alignée sur leur avant-bras. Alors que là, il y a une espèce de perte de force. Quand on va pousser, ça risque de se casser. C'est pour ça aussi que, par abus de langage, souvent on entend des athlètes qui disent qu'il ne faut pas casser les poignets. Globalement, l'alignement des segments, c'est quelque chose de très important et de toute manière, tu vas le sentir d'office. C'est le cas sur le bench, c'est le cas sur le squat, c'est le cas sur le deadlift. Quand tu vas avoir une barre par exemple qui va être alignée avec le milieu de ton pied, si tu regardes de profil par exemple sur un squat et sur un soulevé de terre, tu auras beaucoup plus de facilité à rester gainé. Donc voilà, ça rentre aussi un petit peu dans la composante des points d'appui. Mais si tu as une barre qui est bien loin devant toi sur un squat ou bien loin devant toi sur un deadlift, tu vas avoir beaucoup plus de mal à la gérer. Et ça nous amène à mon dernier point, la trajectoire. Alors, il y a deux trucs qu'il va falloir prendre en compte à ce niveau-là. Donc, le bras de levier, à savoir à quel point la barre elle est proche de toi ou pas. Et c'est aussi le cas sur le bench. Il y a deux points qui me paraissent importants. Déjà, le fait de lutter le plus possible contre la gravité. On l'entend souvent, notamment sur le bench, où on dit oui, la trajectoire elle doit pas être elle doit être en diagonale, etc. C'est pas vraiment qu'elle doit être en diagonale, c'est surtout qu'en fait on est obligé d'avoir une trajectoire en diagonale si on veut pas, perdre la bataille contre la gravité. Je m'explique. Alors là, je sais pas si on va voir grand chose, mais en fait quand on se met de profil, quand on a la barre tendue, comme ça, elle est au-dessus des épaules.
On va pas descendre comme ça, tout simplement parce que c'est dangereux, ça met l'épaule dans une position de faiblesse et le pectoral pareil. Enfin, les pectoraux pareil. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à sortir sa cage comme ça, enfin, à ponter en fait globalement, pour faire en sorte que en fait déjà, évidemment, il y a une question d'amplitude, mais il y a aussi une question de chercher à rapprocher le point là où va toucher la barre du haut de sa nuque. Parce que si on cherche, par exemple, moi j'ai une position de barre où quand je bench, ça touche plutôt là. Si je ponte pas, en fait c'est quasiment comme si je faisais une élévation frontale. Je vais me retrouver avec un bras de levier qui va être comme ça plutôt que comme ça. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile de produire de la force. Donc voilà, c'est extrêmement important de réussir à mettre ce truc-là en place, de lutter directement contre la gravité. C'est pareil sur le squat, c'est pareil sur le deadlift. Plus on va avoir une trajectoire qui va dévier de cet axe, je dirais, contre la gravité, en fait, 180 degrés par rapport à la gravité, plus la trajectoire va être éloignée de 90 degrés du sol, plus ça va être compliqué. Donc ton objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ta trajectoire soit le plus possible sur un axe, vertical. Encore une fois, il y a des exceptions, notamment pour le bench, mais dans les grandes lignes, c'est plutôt ça. Alors évidemment, il ne faut pas que tu deviennes fou et que tu prennes ton rapporteur si jamais il y a ta trajectoire qui dévie un tout petit peu. C'est un idéal vers lequel il faut tendre. Ça ne sera pas toujours possible pour tout le monde, mais c'est quelque chose duquel il faut chercher à se rapprocher. Et pareil pour du coup les axes de rotation. Si pour le deadlift, je te dis d'aller chercher la barre hyper loin, même si tu montes directement contre la gravité, bah, tu vas avoir un énorme porte-à-faux et ça va être extrêmement difficile pour les lombaires. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on dit aux athlètes qui font du soulevé de terre qu'il faut que la barre elle longe les jambes, qu'elle longe les tibias, etc. Parce que plus la barre elle va être loin devant, plus ça va être difficile de la supporter. Et enfin, du coup, le dernier point qui va être l'amplitude. L'amplitude, c'est assez simple. Globalement, c'est chercher à réduire sa course. C'est pas le point le plus important, même si beaucoup fantasment un petit peu là-dessus, cherchent toujours à gagner des centimètres d'amplitude, etc. Évidemment, c'est un point qui a son importance, mais il y a des athlètes qui ont une amplitude qui est énorme et qui pour autant arrivent à être très bons. Je donne l'exemple de Eliam au bench, je donne l'exemple de John Hack au squat, etc. Même la plupart des deadlifts en tradi, genre c'est pas parce que tu as plus d'amplitude que sur un sumo par exemple que tu vas être moins fort. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Si jamais tu arrives à ne pas trop dénaturer ton mouvement et enlever quelques centimètres d'amplitude, il y a des chances que tu sois plus fort. Mais il ne faut pas que tu cherches à faire une course à l'amplitude. Il vaut mieux que tu cherches par exemple à être stable, à être bien gainé, à avoir un bras de levier efficace plutôt que de réduire absolument ton amplitude parce que tu as vu un tel bencher super lourd avec 3 cm d'amplitude. Voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais ça ne te suffit pas pour réussir à trouver des bons axes de progression au niveau technique, n'hésite pas à résulter ton appel de diagnostic gratuit. Tu peux y avoir accès en cliquant dans le premier lien en description. L'objectif, c'est vraiment qu'on discute pendant 30 minutes, qu'on identifie un petit peu ce qui te bloque et qu'on voit si on peut t'aider. Soit c'est le cas et tant mieux, on pourra te proposer d'aller plus loin, soit c'est pas le cas et à ce moment-là, je t'enverrai certainement des ressources gratuites exclusives pour t'aider à progresser. Autre chose avant de partir, si tu es resté jusqu'ici, pense à mettre un like, pense à mettre un petit commentaire, à me dire qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde comme sujet la prochaine fois. C'est quelque chose qui m'aide vraiment. C'est littéralement ce qui me donne envie de continuer à faire ce genre de format, donc n'hésite pas.